Bonjour, 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 éventuellement bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous regardez quelle semaine, donc bonjour ou bonsoir et surtout, quel que soit le moment, bienvenue. On est de plus en plus, déroutés, égarés par le spectacle, politique. Franchement, je participe à de nombreux débats, télévisés et ce qui domine dans les échanges, qu'on soit avec des gens de gauche ou de droite. Ceux de gauche, bon, comme, ils veulent pas être au chômage électoral, ils essayent de faire durer la mandature le plus longtemps possible. Mais quand même, on sent partout un sentiment, d'affolement, quoi, d'affolement. On a le spectacle d'un manège, qui tourne en rond quand on regarde l'Assemblée, nationale. On a l'impression que tous les députés qui, sont présents parce que c'est quand même, le vote de la loi, budgétaire, hein, sont paumés complètement. Heu, on a le sentiment aussi que, le cornu est suspendu à la corde du temps comme un pendu. On se demande ce qu'il cherche, s'il ne cherche pas tout simplement à gagner du temps. Ce qui est du reste quelque chose de complètement insensé parce que gagner du temps, lui permettrait pas de gagner sur le temps et qu'à un moment donné, forcément, l'heure de vérité va sonner et qu'il sera, renversé comme tous les autres gouvernements jusqu'à présent l'ont été. On a l'impression que c'est une course de survie qu'ils mènent tous, hein, quand ils sont nommés Premier ministre. Alors il est fort, hein, pour palabrer, pour discuter, pour donner l'impression qu'il fait des concessions. Qu'est-ce qu'il espère, arriver à la date du 15 novembre où il faut absolument que le budget soit voté, prendre des mesures par ordonnance? On n'arrive pas franchement à comprendre, hein. Ce qui est sûr, c'est que les socialistes ont bel et bien été cocus. Le premier cornu, c'est Zucman avec sa taxe. Cette taxe qui est beaucoup plus médiatique que politique du reste. Moi, je ne suis pas un économiste de génie, loin s'en faut, mais depuis toujours, on sait que les économistes les plus bêtes savent trouver la solution de la taxe. Taxer, c'est facile. Ils préfèrent délocaliser. Alors oui, il faut taxer. Il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Taxer, c'est facile. C'est la solution immédiate et c'est celle qu'on utilise et qu'on emploie depuis des années et des années en France, à tel point que on est taxé de tous les côtés. Moi, j'ai regardé une facture d'hôtel il y a quelques jours, alors que j'étais à Paris, très précisément à Boulogne-Billancourt, et j'ai découvert sur la facture qu'il y avait des taxes prélevées par, le département. Des taxes, dont j'ai oublié les noms, mais, la France est atteinte d'une maladie, dermatologique qu'on pourrait appeler la taxologie. On est taxé de tous les côtés et là encore, dans ce budget, ce qui revient d'une façon chronique, systémique, c'est l'application de taxes, de nouvelles taxes. Alors, Faure avait prévenu, lui qui s'accrochait à son siège, d'une manière frénétique, parce qu'il sait très bien, au vu des sondages, que s'il devait demain se représenter, il serait battu, lui et d'autres. Ils le savent. Et toute la vie politique française est conditionnée à cette chose-là. Des députés qui ne veulent pas retourner devant les électeurs parce qu'ils ont peur d'être battus. Faure a dit: nous savons que nous n'aurons pas ce que nous voulons. Alors ils ont obtenu une aumône, le dégel des pensions de retraite et des prestations sociales, un engagement flou sur le budget de l'hôpital, mais ils ont été complètement humiliés sur la taxe Zuckman et même sur la taxe allégée.
Rappelez-vous, ils en avaient fait leur totem, quoi. Hein. Et maintenant, ils n'ont pas leurs taxes, mais ils continuent à faire semblant de pouvoir négocier. Faure a dit il y a trop d'horreur dans le budget. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein. Entre-temps, bien sûr, sans qu'on s'y attende, on rétablit l'ISF, mais, et c'est quand même ça qui est essentiel et qui devrait tous nous faire réfléchir. Au moment du reste où on décide que les découvertes bancaires vont passer dans le crédit à la consommation, c'est-à-dire que quasiment, alors que l'État est un emprunteur délirant, on ne pourra plus obtenir de petits prêts, de petits découverts de la banque. Ça va être facile pour les fins de mois. Hein. On ne touche à rien finalement, on ne change pas aux dépenses de l'État, on ne touche pas aux institutions inutiles, on ne fait aucune réforme de l'aide médicale d'État, on ne fait aucune réforme sur l'immigration qui pèse d'un poids financier colossal. Le Mercosur s'appliquera, le marché européen de l'électricité s'applique, le pacte asile-immigration s'applique, et les Français n'ont toujours pas été questionnés sur un quelconque référendum. Il n'y a pas de réforme, quoi. On ne change rien à l'état de l'État. Il continue à être exorbitant, quoi, à coûter des fortunes, alors qu'il n'y a plus de réponse de l'État. Ça pose le problème psychologique essentiel, révolutionnaire, du consentement à l'impôt. Les gens ne voient plus la relation qu'il y a entre les services que l'État peut rendre et l'impôt, les taxes colossales qu'ils payent. J'aurais dû dire colossaux, mais je crois que les taxes l'emportent maintenant sur l'impôt. Largement, hein, largement, puisque la taxe est devenue une forme déguisée de l'impôt. Bon, les débats vont continuer. Je crois qu'il y a 2000 amendements à peu près qui sont en attente d'être discutés. Donc, est-ce qu'on arrivera à temps pour avoir un vote du budget? On n'en sait rien. On est dans un labyrinthe parlementaire avec des équipes parlementaires et politiques qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Mais un coup de tonnerre a retenti au sein du Parlement. Le canon français a tonné. Je mets aux voix la proposition de résolution. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je donne ensuite la parole à M. Chaniz. Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. Collègues, chers collègues, je vais suspendre ensuite. Chers collègues, merci. Le RN a fait approuver une résolution, attention, ne vous emballez pas, hein, ce n'est qu'une résolution sur la révocation des accords de 1968 entre la France et l'Algérie, à une voix près. Vous me direz, la République a été adoptée à une voix près, ne l'oublions jamais. Donc une voix, c'est une voix. Quand on voit quand même les réactions que cette résolution a provoquées, on est interloqué. Mes chers compatriotes, je décide de m'adresser à vous à cet instant parce que je ressens toute la tristesse que beaucoup d'entre vous ont ressentie en apprenant que plusieurs partis à l'Assemblée nationale ont décidé de voter une résolution d'une extrême agressivité à l'égard de l'Algérie. Ce qui est sûr, c'est que le Front républicain en a pris un coup dans les cornes, hein, et qu'il n'est plus maintenant
qu'un élément symbolique, même si on continue ici ou là à faire comme avant. Par exemple, Jordan Bardella doit venir à Nîmes et on a la CGT et d'autres organisations d'extrême gauche et de gauche qui font comme s'ils étaient encore dans le passé le plus archaïque, le plus reculé. Ils font comme s'il était infréquentable, alors que pour l'électorat, c'est eux qui ne sont plus fréquentables. Il nous faut un téléobjectif, hein, tranquillement là. Ça c'est normal. Ça c'est normal, monsieur. Entre vous. C'est un ami. C'est un ami. Casse-toi! Nazi de merde! Facho de merde! Casse-toi! Mets-le dans ton Casse-toi! Madame, c'est bon, ça va faire un moment. Et le basculement, il est là. Bon. Les accords de 1968 coûtent très cher à la France. On peut écouter, si vous voulez, Madame Cluzel sur CNews qui en a parlé. C'est très intéressant. Et elle donne des précisions que je vous invite à écouter. Alors, ils se sont penchés donc sur ce fameux coup de l'accord de 68, qui est une véritable règle dérogatoire d'immigration pour les Algériens. Alors, déjà, il faut expliquer qu'ils ont eu beaucoup de mal à le chiffrer, à chiffrer le coût pour les finances publiques. Ils l'estiment à au moins 2 milliards d'euros chaque année pour le contribuable français, mais ils n'en sont pas certains. Ils pensent que ce n'est qu'une estimation, parce qu'en réalité, ils disent, je les cite, « L'État est totalement désarmé pour évaluer la portée de ce type d'accord pour nos finances publiques, notamment en matière de dépenses sociales. » Pardon, ma chère Gabrielle, déjà, quels sont les avantages concrets de cet accord qui donne aux ressortissants algériens, grosso modo? Eh bien, écoutez, alors, je vous explique très vite. C'est un traité international. Vous savez, il y a la Constitution et le traité international dans l'ordre de priorité, de supériorité, et les lois. Donc, ça veut dire que ça met les Algériens, d'ores et déjà, à l'écart de toute loi sur l'immigration. C'est-à-dire que ça ne les touche pas, puisque ce traité international est supérieur. Eh bien, ça facilite leur circulation, leur arrivée en France, mais dans tous les secteurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, un commerçant, le visa de résident commerçant. Normalement, vous devez justifier d'une activité viable avec des revenus tirés suffisants. Là, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout demandé pour les Algériens. Cela facilite l'arrivée d'étudiants, cela facilite le regroupement familial. Enfin, cela donne, et ils disent, hein, ça instaure une inégalité de traitement entre étrangers, puisque les Algériens ont un statut tout à fait à part, alors qui est lié à ces accords de 68, mais qui est aussi lié à une jurisprudence qui a vraiment dévoyé ces accords de 68. Il faut savoir quand même, c'est l'ironie de l'histoire, que ces accords de 68, au début, avaient été prévus pour permettre aux pieds noirs qui seraient restés en Algérie, on imaginerait qu'il beaucoup resteraient, on sait ce qui s'est passé en réalité, de revenir facilement. Et on n'a jamais réussi à le renégocier. C'est ce qu'explique l'ancien ambassadeur d'Algérie, Xavier Driancourt. Il dit, chaque fois qu'on a essayé de les renégocier, l'Algérie demandait toujours plus. Elle faisait un bras de fer pour aller vers toujours plus de laxisme. Et si on lui disait, bah non, il faudrait aller dans le sens inverse, il disait, l'Algérie nous faisait un bras d'honneur. Les accords de 1968 nous coûtent à peu près 2 milliards par an. On a vu aussi des scènes incroyables. Abdelkader Lamar, écoutez-le, quand il reprend un député qui parle des harkis. Écoutez-le. Déjà, n'utilisez pas le mot harki, parce que le mot harki veut dire traître. Donc, utilisez plutôt le mot si, c'est comme ça qu'il est, voilà. Un harki, c'est un... Si, c'est comme ça. Osez dire que les harkis sont des traîtres, que le mot harki veut dire traître, et en plus, il prend bien soin de prononcer le mot avec un accent arabe très accentué. C'est une honte. Écoutez Jean-Pax Meffrey sur CNews parler des harkis. Ils ont été
sacrifiés à la France. Ils ont été maltraités. Ils ont choisi, au moment de la guerre d'Algérie, la France. La France, qui à l'époque était un département, je le rappelle. Et puis, ce député, quand même, il est gonflé quand il traitait les harkis de traîtres, alors que lui, il est député français. Non. Pourquoi il n'est pas député algérien? Et il trahit. Il trahit. Oui, mais il est payé, là. Et bien payé. Alors que les harkis, eux, ont payé du prix de leur vie et de leur liberté. Et puis, il va qualifier Ahmad Mansouri, quand elle va justifier, elle est ciotiste, hein, son soutien à la résolution dénonçant les accords de 68 de caution. Quel racisme! À tout prendre, hein, il vaut mieux être une caution de France qu'une caution d'Alger. Regardez. C'est Madame Mansouri pour le groupe UDR qui a la parole. Pardon ? Je note qu'un de mes collègues me traite de caution. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, chers collègues, on va terminer avant le déjeuner dans le calme. Seule Madame Mansouri a la parole. Merci, Monsieur le Président. Depuis plus de 10 ans, la France s'est volontairement privée d'un outil juridique essentiel à la maîtrise de son immigration. Et oui, on en est là maintenant. On en est là. On a des agents qui luttent contre le pays et qui ne se cachent même pas pour faire entendre leur détestation de la France. Bientôt, il va y avoir la motion de censure, on en reparlera, mais je vous le dis, et je vous quitte là-dessus, ce gouvernement ne va pas durer. Il va tomber. Je ne sais pas dans combien de jours, je ne sais pas s'il passera Noël, mais je crains fort qu'il n'y arrive pas. On en parlera la semaine prochaine. À très bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être de plus en plus nombreux. Merci, bonne semaine et gardez le moral.